Voilà. Je prends le relais pour parler d'un autre sujet, d'un complément en fait, hein, de sujet à celui qui a été précédemment traité, puisque je vais vous parler des places et des techniques de reconstruction dans la chirurgie du sein, qui vont parler de progrès. Je pense que plus que le robot, qui malheureusement n'est pas si diminuant dans les morbidités induites en chirurgie, je pense que le vrai progrès, c'est, on l'a dit, les traitements adjuvants, tout ce qui est autour de la prise en charge chirurgicale et qui permet de diminuer l'agressivité de la chirurgie en diminuant la taille de la lésion. C'est dans le dépistage parce qu'on dépiste des lésions de plus en plus petites. Et puis c'est aussi dans la reconstruction parce que ça fait partie malgré tout, donc l'oncoplastie et la reconstruction, je vous parle un petit peu des deux même si ça fait quelques doublons. Je pense que c'est vraiment là le vrai progrès pour les patientes parce qu'on prend en compte à la fois ce qui est pivotal, la prise en charge carcinologique, qui reste notre objectif premier, et la prise en charge cosmétique, qui est quand même fondamentale, surtout chez une femme qui a besoin de se réconcilier avec son corps et de ne pas être trop mutilée dans sa prise en charge, qui est déjà extrêmement perturbante sur le plan symbolique et psychologique. Alors, je vous parlerai pour ce faire donc, des techniques frontières. Donc, Mareva a déjà évoqué largement l'oncoplastie. Je vous en dirai un mot parce que c'est vrai que malgré tout, ça reste à l'interface en fait avec la reconstruction, puisque c'est une façon d'éviter de déconstruire le sein finalement. Donc en évitant de le déconstruire, quelle meilleure façon d'éviter donc d'avoir des soucis, d'avoir besoin de la reconstruction à proprement parler. Et puis j'évoquerai la reconstruction après mastectomie totale ou dans la symétrisation, donc ça vient vraiment répondre à votre question, les types et les modalités de prise en charge, et les reconstructions mammaires immédiates ou différées, quand choisir l'une ou l'autre, pourquoi et selon quelle modalité. Alors effectivement, l'oncoplastie, donc c'est cet hybride de deux spécialités que sont la chirurgie carcinologique et la chirurgie plastique en fait. Hein. Donc ce sont des techniques de chirurgie esthétique qui ont été détournées de leur initial projet pour pouvoir se mettre au service de la reconstruction dans le cancer du sein. Ce sont des techniques qui peuvent, comme vous le voyez, être utilisées en fonction des différentes topographies. Donc il y a eu deux illustrations très intéressantes, en fonction des différentes topographies lésionnelles. Donc moi aussi, toutes les patientes qui sont photographiées, on va donner bien sûr leur accord. Vous avez des photos opératoires, j'espère que ça sera pas trop perturbant pour vous. J'ai fait valider par mes enfants qui sont petits, qui n'ont pas été impressionnés, donc je pense que tout ira bien. Donc voilà, la première technique, c'est effectivement la technique radiaire externe qui permet d'avoir des volumes importants d'exérèse avec cette technique pour tricher, comme je dis souvent à mes patientes, et avoir un résultat cosmétique satisfaisant en étant bien au large, donc bien en sécurité. Vous avez des techniques également quand on a besoin d'enlever la plaque aréolo-mamelonnaire, hein, donc le mamelon et l'aréole autour, parce qu'on a des lésions qui sont directement en arrière de ces structures anatomiques. Et c'est compliqué parfois si on n'use pas de ces techniques un peu de stratégie de triche, mise à bon escient, eh bien c'est compliqué d'avoir des volumes qui soient restaurés, d'avoir des symétries de galbe en tout cas, et d'aspect du sein qui soient acceptables. Donc ce sont des techniques très intéressantes. On a également les techniques de round block, donc qui sont des techniques de désépidermisation. On enlève la peau autour du mamelon de façon à réascensionner le mamelon pour venir combler le défect qu'on crée en enlevant la tumeur. Vous voyez, la tumeur est représentée par la petite image stellaire. Et donc vous voyez, ça permet eh bien, non seulement d'enlever la lésion. Donc on voit sur l'image en haut à droite, vous avez l'image de la patiente après son repérage. Donc en bas, qui suit la flèche, vous avez la patiente une fois qu'elle a été opérée donc de son cancer, et vous voyez qu'il y a une asymétrie, parce que de l'autre côté, le sein, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, le sein est plus gros, il est plus ptosé, il descend un peu plus. Donc là, on a fait le choix non pas d'augmenter l'autre côté, mais de diminuer effectivement et de remonter le sein qui n'était pas malade. Donc voilà pour la réponse à votre question, c'est tout à fait possible, c'est même tout à fait souhaitable, et c'est fait dans la plupart des cas. Et puis, on a la technique de Batwing, donc c'est le fameux double oméga qui a été évoqué tout à l'heure, donc avec effectivement la possibilité pour des seins qui sont un peu ptosés, qui descendent un petit peu, de les remonter, et on crée une asymétrie du coup de l'autre côté, donc là encore, une illustration, mais qu'on peut restaurer soit en utilisant la même technique, on fait aussi une Batwing, donc double oméga ou Batwing, c'est la même technique, soit une technique que je vous détaillerai dans un petit moment, qui est une technique à pédicule supérieure, donc qui permet de lifter le sein, de le diminuer en volume et de le remonter pour qu'il soit joli. Donc voilà cette fameuse technique à pédicule supérieure. Donc ça permet en fait, là ce sont vraiment des techniques de chirurgie esthétique qu'on peut utiliser quand on fait des réductions mammaires ou quand on fait des lifts mammaires, quand on fait des cures de ptose, c'est-à-dire quand le sein tombe un peu et qu'on veut lui donner une allure un peu plus altière. Là c'est la même chose. Ils sont un peu habitués, donc il faut dire.
ils sont un peu habitués. Effectivement, il y a un biais, vous avez raison. Donc, si on a une gigantomastie, c'est-à-dire si la dame a des volumes de sein importants, eh bien, on peut diminuer le volume du sein en restaurant un galbe qui est cosmétiquement acceptable. Donc là, c'est une patiente qui avait bénéficié d'une prise en charge à visée carcinologique et d'une symétrisation dans le même temps opératoire. On a fait du côté qui n'était pas malade une chirurgie pour remonter le sein pour qu'elle se réveille avec un volume identique, parce que c'est vrai que quand on a ce genre de volume mammaire, c'est perturbant d'avoir une grosse asymétrie en se réveillant. Donc là, je pense que le confort, en tout cas c'est elle qui le dit, est meilleur maintenant qu'avant sa prise en charge du cancer du sein. Donc finalement, bon, il y a eu une petite cerise sur le gâteau qui est venue compenser un peu le traumatisme de la prise en charge chirurgicale et du traitement. C'est en fait pourquoi je vous parle de l'oncoplastie dans le chapitre de la reconstruction, parce qu'en fait on veut éviter ça. C'est-à-dire que ça, c'est la déconstruction du sein. Ça veut dire que par des techniques simples, on n'a pas pu remodeler le sein comme il faut, parce que c'est dans une partie qu'on appelle le segment 3, la portion inférieure du sein, qu'on a été amené à déshabiter la glande mammaire, et quand on la déshabite, on ne peut pas tricher correctement, sauf en utilisant les techniques dont je viens de vous parler. Donc c'est de la reconstruction en même temps que la déconstruction, si vous voulez, l'oncoplastie. Après, on a une deuxième configuration qui est effectivement post-mastectomie totale. Alors on a différents types de mastectomie totale. Et c'est vrai, on utilise, vous avez raison, de moins en moins de mastectomie totale avec sacrifice de l'étui cutané grâce aux traitements de chimiothérapie ou d'hormonothérapie d'ailleurs, qui sont de plus en plus efficients. Par contre, on a des techniques de mastectomie sous-cutanée, de mastectomie avec conservation de l'étui cutané, c'est-à-dire avec conservation de la peau, voire avec conservation de la plaque aréolo-mamelonnaire, donc du mamelon et de l'aréole, qui sont un peu plus fréquentes qu'avant. D'abord parce qu'on fait des chirurgies de réduction de risque, c'est-à-dire chez des patientes qui ont une mutation génétique, on leur propose d'enlever la glande mammaire, on leur propose, quand elles viennent nous voir pour ça évidemment, on leur propose d'enlever la glande mammaire et de faire une reconstruction par une prothèse ou par une autre technique d'ailleurs, dans le même temps opératoire, pour diminuer grandement leur risque d'avoir un cancer du sein, puisqu'elles sont malheureusement majorées dans leur risque d'avoir un cancer du sein par la présence de cette prédisposition. Donc on a ces trois configurations, la mastectomie au sens classique qui de plus en plus fort heureusement devient une exception, qui est la mastectomie sans conservation d'étui cutané, la mastectomie avec conservation d'étui cutané, c'est-à-dire qu'on enlève la plaque, on enlève le mamelon, mais on garde un maximum de peau et donc on peut reconstruire, ou la mastectomie, comme représenté en bas, avec conservation, donc ce qu'on appelle la NSM, la Nipple Sparing Mastectomy, donc avec conservation de la plaque aréolo-mamelonnaire, qui est la plus acceptable d'un point de vue cosmétique et symbolique pour la dame, parce que, évidemment, le mamelon, c'est l'œil du sein. Il a quand même un aspect qui est difficile à... Même si on sait le restaurer chirurgicalement, on ne fait jamais aussi bien que la nature. Et donc, quand on peut le conserver, on n'hésite pas. Et de plus en plus, sur les recommandations, on peut être beaucoup plus souple qu'on l'a été à une époque où on était très radical dans les gestes. Alors en fait, comment choisir une reconstruction? Il y a différents types, il y a deux grandes familles en fait de reconstruction. Les reconstructions autologues, c'est-à-dire avec les tissus de la patiente. Là encore, il y a deux sous-familles que je vais vous détailler. Donc autologue ou autologue par lambeau ou autologue par lipomodelage, je vais vous faire un petit point là-dessus, ou les reconstructions par implant avec un corps étranger. Donc bien sûr, parfois c'est hybride, c'est-à-dire qu'on utilise les deux. On utilise les tissus de la patiente plus une prothèse. Et puis, au sein de ces familles, on fait soit la reconstruction dans le même temps que la chirurgie initiale, là ça va être une reconstruction mammaire immédiate, ou de façon différée, souvent à distance des traitements adjuvants, à distance du traitement de chimiothérapie, radiothérapie, pour être sûr de ne pas perdre de temps et parce que c'est plus lourd ou pour X raisons qu'on va un petit peu détailler ensemble. Comment choisit-on? Eh bien, on choisit parce qu'on détermine tout ça en fonction de la volonté de la patiente, bien sûr, ça rentre en ligne de compte, même si on essaie de l'éclairer et de pas l'orienter, mais en tout cas la guider au mieux, parce qu'on a parfois des idées préconçues, sans avoir le prérequis médical et scientifique, c'est compliqué, et puis on est perturbé, c'est une période où on est un peu sidéré par la nouvelle, où on a du mal parfois à faire des choix judicieux parce qu'on est très bouleversé. En fonction de la fragilité de la dame, il est évident qu'on ne fera pas tout à fait la même chirurgie à une dame de 85 ans, à une dame de 30 ans, de sa morphologie, si elle a des petits seins à la base, si elle a des seins qui tombent, si elle a des gros seins, en fonction de la qualité de la peau, du fait qu'elle fume, qu'elle ne fume pas, des traitements adjuvants. Est-ce que pour soigner la maladie, on aura besoin de faire des traitements un peu lourds de type chimio, hormonothérapie, anti-CDK4/6, donc qui sont des super hormonothérapies en quelque sorte, ou est-ce qu'on n'a pas de traitement complémentaire? C'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'on a besoin d'une radiothérapie avant, après? Donc tout ça, c'est important et ça détermine nos choix. Et il est important aussi, en fonction de l'équipe où vous allez, d'avoir, enfin en tout cas c'est ma conviction, cette double casquette. C'est-à-dire que c'est pas la même chose d'être prise en charge par un chirurgien qui fait que la chirurgie de mastectomie, c'est-à-dire qu'il enlève la glande ou il enlève la tumeur, et un chirurgien qui sait faire les deux. Parce que quand on fait les deux, on a
une vision un peu plus globale, on regarde jusqu'au bout du chemin, on sait ce qu'on veut faire comme incision, on sait ce qu'on veut faire comme reconstruction. Déjà, on parle avec la patiente de toutes les étapes jusqu'au bout, et on peut tout lui dire en direct sans avoir besoin de lui dire vous allez voir mon confrère Bidule qui va vous expliquer. Et puis, on peut réfléchir ensemble à comment on organise les différentes étapes chirurgicales, ce qu'on va faire comme type d'incision, ce qu'on peut lui proposer comme type de chirurgie, ce auquel on peut s'attendre malheureusement comme complication, parce que ça, on n'en est pas dénué, etc., etc. Et on obtient, à l'issue de tout ça, un consentement éclairé, où on a pu l'informer de toutes les alternatives, en effectivement donnant un éclairage différent en fonction de ce qu'on pense légitime. On ne présentera pas les choses tout à fait de la même façon, selon ce qu'on a envie, nous, enfin la conviction, nous, d'avoir légitimement besoin de faire pour cette dame en lui rendant service. On va pas tout à fait lui donner le même ton sur les informations. On est tous pareils, hein, quand on donne une information éclairée, on n'est pas neutre. On est un tout petit peu dirigiste, gentiment, mais on est un petit peu dirigiste parce qu'on pense que c'est la meilleure chose à faire pour la dame. Alors voilà le travail qui a été fait donc par l'HAS, parce que justement c'est très compliqué de s'y retrouver dans ces techniques, et que là ils nous ont fait un petit aide à la décision avec les pour et les contre de chaque technique. Vous vous doutez qu'il n'y a pas de technique parfaite, hein, ce serait trop beau, sinon ils utiliseraient tous la même. Donc il y a des techniques à personnaliser en fonction justement de la dame, de son passé, de ce qu'elle a envie de faire, parce qu'on n'aura pas la même demande chez une patiente, chez une jeune maman qui a besoin de reprendre le boulot dans les 3 mois, et chez une petite grand-mère qui a du temps et qui est coquette et qui a envie de faire jusqu'au bout les choses, etc. Donc on n'aura aussi pas, logistiquement parlant, pas les mêmes problématiques. Donc ça aussi c'est une aide à la décision, c'est une petite fiche qu'on utilise pour expliquer aux dames parfois, pour leur expliquer que en fonction de la stratégie à proposer, on a tant d'interventions organisées. Souvent on a plusieurs interventions successives, mais on le sait dès le début, en disant voilà, là j'aurais besoin de fignoler un peu avec de la graisse, là j'aurais besoin de faire le mamelon, etc. Et en leur disant que c'est elle qui pilote, c'est-à-dire qu'il y a des dames qui disent écoutez, moi je veux juste une reconstruction avec le volume, et puis après foutez-moi la paix. Et puis il y a d'autres qui vont nous dire moi je veux le mamelon, moi je veux là il y a un petit problème, je veux qu'on comble. Et des fois on est étonnés, c'est-à-dire que nous on se dit cette dame, la pauvre, a déjà eu 2 interventions, elle va pas vouloir qu'on l'embête encore. Et la dame est demandeuse, elle demande qu'on lui mette de la graisse parce qu'elle a envie de se sentir bien. Et donc légitimement on la suit, on y va et on fait jusqu'à ce qu'elle soit bien dans sa peau parce qu'elle l'a bien mérité. Alors les reconstructions autologues, premier type, ce sont les lipomodelages. Le lipomodélage, c'est la technique de rêve pour la femme. C'est-à-dire qu'on va vous piquer de la graisse là où vous n'en voulez plus pour la mettre là où il en faut. Donc c'est un rêve de recyclage. Le lipomodelage, c'est une technique extraordinaire qui nous permet de combler des défects, de combler des petites zones après radiothérapie et chirurgie aussi. Je ne jette pas la pierre à mes confrères radiothérapeutes, heureusement qu'ils sont là. Mais c'est vrai que c'est une association de malfaiteurs. Hein. Quand on fait la radio et la chimiothérapie, la radio et la chirurgie, on a des complications, des suites, et nos kinés nous aident bien. On a des suites à titre de rétraction, on a des défects, on a des déformations, c'est induré, parfois il y a des petits vaisseaux en surface. Bon. Tout ça, on peut l'améliorer. Je ne vous dis pas que c'est une baguette magique, mais on peut grandement l'améliorer grâce au lipomodelage, parce qu'en mettant de la graisse, on apporte des facteurs de croissance, on apporte de la souplesse, ça permet de lever les petites adhérences qu'on a, ça permet d'avoir des résultats, vous allez voir, qui sont cosmétiquement plus acceptables quand même. Et puis parfois, donc ça c'est dans les traitements conservateurs, c'est-à-dire les traitements où on a gardé le sein, où on a enlevé une partie de la glande où il y avait la tumeur, et où on a remodelé au mieux pour qu'on puisse avoir quelque chose de joli. Et où malgré tous nos efforts, à cause de toutes ces techniques, à cause des fois de la qualité de la peau aussi, on a des rétractions un peu plus importantes. L'autre stratégie, c'est quand il n'y a plus le sein et que la dame nous dit écoutez-moi, vous êtes bien gentil, mais je ne veux pas de prothèse. Donc vous me foutez la paix, je veux mettre de la graisse. Je suis une bonne donneuse, j'ai un petit bidon, j'ai les cuisses, je veux un petit sein, mettez-moi de la graisse. Et ça, c'est possible, mais c'est possible sous réserve qu'on ait gardé de l'étui cutané, qu'on ait suffisamment de peau, et que la dame soit pas fumeuse, parce que sinon la graisse, elle va pas être de bonne qualité, en tout cas qu'elle soit pas trop fumeuse. On essaye de leur faire un peu la guerre, mais c'est compliqué des fois. Et enfin, qu'elle accepte la condition de faire plusieurs chirurgies, parce que malheureusement, on sait que quand on fait un lipomodelage, c'est une greffe de graisse, et on perd 30% de la graisse entre la chirurgie et le post-opératoire à 3 mois. Donc malheureusement, on ne peut pas surcompenser, parce que si on surcompense, ça donne des calcifications, c'est pas joli, puis ça gêne, au contraire, c'est comme quand on essaie de mettre plein de fleurs dans un pot de fleurs, ça prend pas. Hein. Donc faut pas être trop gourmand, faut faire gentiment, et il faut lever les petits compartiments qui sont adhérents, il faut y aller gentiment et mettre de la graisse, et le faire en plusieurs fois, 2 fois, parfois 3 fois. Je vais vous montrer aussi des exemples. Et puis deuxième type de stratégie autologue, ce sont les lambeaux. Alors il y a plusieurs types de lambeaux, c'est une affaire d'école, on a tous un peu notre lambeau préféré. Nous, dans l'équipe, c'est le lambeau de glande dorsale qu'on préfère. Je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Et il y a des variantes de cette technique qui permettent d'être un peu plus mini-invasif, chez les sportifs notamment.
Alors voilà un exemple de lipomodelage. Donc vous voyez cette dame, elle a bénéficié d'un traitement conservateur. Malgré une technique radiaire interne, une technique Angie, elle a fait des petites rétractions. Initialement sur table, c'était très joli. Après la radiothérapie à 6 mois, c'était moins chouette. Bon. Donc malheureusement, eh bien, voilà, elle a souhaité, même le mamelon était décoloré, si vous regardez, hein, c'est un peu pixelisé, c'est peut-être pas génial au niveau visuel, mais le sein gauche, donc le petit mamelon, vous voyez qu'il est plus décoloré, il fait un peu grise mine, et donc c'est pour ça que là, je lui avais mis de la graisse, une séance de lipomodelage avait suffi, et on lui a fait une dermopigmentation de son petit mamelon à gauche dans le service, et donc ça lui a donné bonne mine, tout de suite, il a meilleure allure. Bon, par contre, il y a des principes de précaution, c'est-à-dire que quand on apporte justement de la graisse, on apporte des facteurs de croissance, et le principe de précaution, c'est d'attendre 2 ans post-fin de la radiothérapie avant de faire ce type de technique. On ne peut pas le faire avant, on ne devrait pas le faire avant, parce qu'il y a un risque théorique, hein, c'est le principe de précaution, de majorer, s'il y a une cellule qui reste, de lui donner un coup de fouet et de majorer le risque de récidive. Il n'a pas été établi dans les études qu'on majorait le risque de récidive quand on le faisait avant, mais les recommandations de l'HAS restent comme ça, restent prudentes, et finalement, bon, c'est assez bien accepté par les patients quand on leur explique. Deuxième stratégie, c'est de faire que du lipomodelage. Donc là, c'est une patiente qui avait bénéficié deux patientes, donc qui avaient bénéficié d'une mastectomie totale, une mastectomie avec préservation de l'étui cutané et de la plaque aréolo-mamelonnaire, hein, comme vous le voyez, par une incision supérieure. Donc vous voyez, quand on fait par cette incision, eh bien, on lifte un peu le sein artificiellement, ça a été fait par une batwing, hein, par une technique en double oméga, comme présenté tout à l'heure. Et donc, ça permet le port de tête est un peu plus altier, c'est ce que je dis souvent à mes patientes en post-op immédiat. Donc, le sein est plus droit. De l'autre côté, il est un petit peu plus tristouné, mais il est prévu qu'on le fasse une mastopexie contrôlatérale chez ces dames. Et en l'occurrence, donc là, j'avais mis initialement, la dame du haut, elle a eu une prothèse et du lipomodelage. Et après, il y a eu 2 temps de lipomodelage et j'ai enlevé la prothèse. Donc elle avait que du lipomodelage. Et la dame d'en bas, elle a eu 3 temps de lipomodelage. Donc elle a eu 3 interventions entre la première photo où elle a les cheveux longs et la photo où on voit plus ses petits cheveux. Même collier, donc c'est bien même dame. Mais elle a bénéficié de plusieurs séances pour combler le défect. Vous voyez que ça lui fait un petit sein qui est mignon, qui est resurfacé en tout cas, hein, qui a plus ces petites ridules. Et pareil, de l'autre côté, je pense qu'on va faire un petit quelque chose pour lui donner bonne mine aussi. Alors la reconstruction par le lambeau autologue, c'est ce fameux lambeau de grand dorsal, vous voyez ici le muscle grand dorsal représenté. Quand on enlève un grand dorsal à une dame qui a une activité classique, physique, qui ne fait pas de l'escalade ou du tir à l'arc, ça ne lui pose aucun problème. Par contre, chez les dames qui font de l'escalade, on fait plutôt une technique de mini dorsal lipofilé, c'est-à-dire qu'on n'enlève qu'une partie du grand dorsal et on met de la graisse dedans pour être justement moins invasif. Et j'ai 2 patients qui font de l'escalade que j'ai reconstruites comme ça et qui continuent à faire de l'escalade, hein, donc c'est tout à fait compatible. Donc voilà le type de chirurgie qu'on peut proposer. C'est plus lourd évidemment qu'un lipomodelage. C'est plus lourd parce qu'il y a une cicatrice, vous allez voir. Bon, c'est là que peut-être ça va vous impressionner, donc je m'en excuse par avance si c'est le cas. Et surtout, on a des complications potentiellement qui sont un peu plus sérieuses. En tout cas, il faut être très attentif au périopératoire avec du liquide qu'on appelle du séroma, c'est de la lymphe, hein, tout bêtement. Donc on ponctionne et ça s'arrête. On ponctionne 1 fois, 2 fois, parfois pas du tout. Mais généralement, au bout de 2 fois, ça se tarit et ça ne pose plus de problème. Mais bon, il faut prévenir les dames parce que ça les surprend toujours un petit peu. Ça fait comme une petite bosse dans le dos et puis on les ponctionne et ça rentre dans l'ordre tout de suite. Donc voilà, sur table, hein, ce que ça représente, donc c'est quand même une grande incision, alors qui est de moins en moins grande, à vrai dire. Maintenant, ça, c'est une technique, c'est des photos qui datent un petit peu, j'avoue. Mais quand on a besoin de beaucoup de peau, parce que justement, on a fait une mastectomie sans conservation de l'étui cutané, on est obligé de prélever un peu beaucoup de peau. Mais de plus en plus, comme on préserve justement l'étui cutané, qu'on préserve la plaque aréolo-mamelonnaire de plus en plus souvent, on a moins besoin de prélever de la peau, on prélève du muscle pour faire du volume, mais par des beaucoup plus petites incisions, c'est plutôt des incisions comme ça maintenant, hein, donc c'est moins impressionnant. Donc voilà 2 exemples. Alors la dame du haut, c'est une très jeune dame qui a eu malheureusement un cancer multifocal. Donc je lui avais fait une mastectomie très peu conservatrice de son étui cutané. Et vous voyez que j'ai pris quand même une grande palette cutanée. On voit un peu cet effet patch, hein, on voit la cicatrice. Bon, il n'y a bien sûr plus le petit mamelon parce que j'ai été forcée de le sacrifier. Elle n'a pas souhaité que je la reconstruise. D'ailleurs, j'aurais dû vous mettre la photo parce qu'entre-temps, elle a habillé ses cicatrices avec un joli tatouage esthétique, un joli tatouage artistique
Elle a fait des fleurs de cerisier. C'est très joli, parce que vraiment on voit plus rien du tout. Et le petit mamelon, il nous manque pas, parce qu'il y a des fleurs de cerisier tout autour, et c'est très joli. Mais voilà, ça a été son choix, mais on aurait tout à fait pu reconstruire le mamelon. Et puis la dame qui est en bas, c'est une dame qui avait eu un premier néo à l'Union des cadrans internes il y a quelques années, et qui a fait une récidive à l'Union des cadrans externes, donc pas du tout la même histoire, hein, une autre mésaventure. Et donc j'ai été forcée, malheureusement, ne pouvant pas lui refaire de radiothérapie et de traitement conservateur, de lui enlever son sein, mais j'ai pu garder le mamelon et l'aréole. Et je lui ai fait, vous voyez, là j'étais beaucoup plus économe de peau, hein, c'est un tout petit patch cutané. Par contre, elle a une petite prothèse, et c'est pareil. Là, il y a un temps à venir qui sera de mettre une petite prothèse de l'autre côté, ou de la graisse d'ailleurs, on n'a pas encore décidé, pour pouvoir symétriser, parce qu'effectivement, le sein gauche, du coup, est un tout petit peu plus volumineux. Et là, elle a fait le choix d'augmenter plutôt le sein de l'autre côté. Donc tout est possible. On module en fonction des besoins de la dame. Ça, donc, c'est une reconstruction mammaire différée, donc c'est pas dans le même temps opératoire, puisque vous voyez que la dame a bénéficié, je ne sais pas si c'est le mot, mais a pu être traitée par une mastectomie totale, sans conservation de l'étui cutané, comme c'était beaucoup plus réalisé il y a quelques années. Donc cette dame, elle a été opérée il y a longtemps, et elle souhaitait, elle est restée longtemps sans volume, elle mettait effectivement des prothèses externes dans le soutien-gorge, et puis un jour, elle en a eu marre, et elle m'a demandé si on pouvait pas faire quelque chose, et effectivement, on a fait quelque chose. On a fait ce lambeau avec une prothèse derrière le lambeau, et avec une mastopexie de l'autre côté pour remonter le sein. Donc vous voyez la cicatrice périaréolaire sur le sein gauche qui n'avait pas été malade, hein, fort heureusement, et à droite le sein reconstruit par un lambeau. Ça, c'est une autre stratégie. Donc la dame, c'est pareil, la dame qui est en haut bronzée, c'est un lambeau à droite avec une reconstruction de son mamelon, c'est pour vous montrer une illustration de ça, et son sein gauche qui a été remonté et lifté par la même technique donc de mastopexie. Et en bas, c'est une dame qui a, vous voyez qu'il y avait une prothèse, à qui j'avais mis un lambeau prothèse initialement. Là, il y a eu 2 temps opératoires, parce que je lui avais dit de toute façon, il faudra symétriser et réduire votre sein de l'autre côté. Donc le premier temps, on fait un volume. Et le deuxième temps, je vous mettrai de la graisse, on repositionnera la prothèse et je vous réduirai l'autre sein. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et donc le résultat final, parce qu'on n'a plus envie qu'on touche trop, c'est du côté gauche. Bon, là encore, vous voyez, cette dame, elle veut pas de mamelon. Moi je la suis, hein, c'est elle qui décide évidemment, hein, mais on peut aller aussi loin qu'elle veuille. Donc la dame du haut, elle a voulu un mamelon, on a fait un mamelon. La dame du bas, ce que femme veut, hein, vous connaissez l'adage. Voilà, donc on fait ce qu'elles veulent, dans la mesure du raisonnable et en les guidant. Les reconstructions par implant, donc ça c'est de plus en plus utilisé parce que c'est plus simple. C'est plus rapide, le temps d'occupation de bloc, et c'est pour nous quelque chose d'important, hein, et moindre. Ça nous permet d'opérer plus vite, hein, parce que une plage plus courte opératoire, c'est très pragmatique ce que je dis, et peut-être que ça va un peu vous heurter, mais c'est plus facile de l'obtenir vite. C'est-à-dire qu'une intervention qui dure 3 heures, pas forcément la faire le lendemain, quoi, hein. Il faut un peu plus de temps. Donc parfois les dames nous disent, écoutez, moi je préfère avoir une prothèse, tant pis, et puis qu'on touche pas, qu'on fasse pas avec mes tissus, mais au moins d'être opéré très très vite. Où je sais que ça va mieux se passer, je vais mieux retrouver ma vie d'après, je suis une jeune maman, je travaille, faites-moi ça et j'y retourne, quoi. C'est un peu l'idée. Donc jusqu'à présent, on mettait les prothèses derrière le muscle, c'était douloureux, ce qui n'était pas toujours joli parce que ça créait ce qu'on appelait des animations, c'est-à-dire que quand on se penche ou quand on bouge, le muscle pectoral s'active et donc ça crispe un peu la prothèse, donc ça fait faire une grimace au sein qui n'est pas toujours très élégante. Donc là, en mettant le muscle derrière la peau, simplement, donc en avant en mettant la prothèse derrière la peau, en avant du muscle, on a des petites vagues qu'on peut percevoir si la dame est très mince, donc on met de la graisse secondairement pour habiller ça, mais au moins on n'a pas ces douleurs, on a plus de facilité en post-opératoire, sous réserve d'avoir une bonne qualité de peau et d'avoir bien sélectionné la patiente, je vous en parlerai. Et puis deuxième stratégie, c'est le skin expander. Le skin expander, on en met un peu moins qu'avant, mais c'est une technique où on met en fait en arrière du muscle une sorte de prothèse gonflable avec une petite membrane en silicone, et elle revient au pansement, et toutes les semaines on met un petit peu de volume, et comme ça, comme le ventre d'une femme enceinte, ça permet de gagner en volume et en élasticité avec la peau, et d'avoir une loge périprothétique qui soit convenable, et de mettre in fine une prothèse définitive. Donc voilà des exemples. En reconstruction mammaire immédiate, ça c'est une jeune dame qui avait une toute petite poitrine qui la complexait beaucoup, et à qui on a trouvé une mutation BRCA. Et donc je lui ai fait une mastectomie de réduction de risque, c'est-à-dire j'ai enlevé toute la glande mammaire mais j'ai gardé la peau et les mamelons, par voie sous-aréolaire, hein, donc en passant vraiment ici dans le sillon sous-mammaire.
J'ai enlevé les glandes et je lui ai mis des prothèses. Et dans un deuxième temps, elle a eu deux temps opératoires. Elle a eu une prothèse et un temps elle était très mince, donc ça a été compliqué de lui trouver de la graisse, mais on a trouvé quelques grammes de délicatesse pour arrondir un peu les angles. Voilà. Donc elle a bénéficié de ces deux prises en charge. Ça, c'est une dame également mutée qui avait des implants. Donc c'est une toute petite dame très menue qui avait des implants assez conséquents pour sa morphologie. Donc j'avais dit que après une mastectomie de réduction de risque, on a des contraintes. C'est-à-dire que la peau, il ne faut pas trop la perturber parce qu'elle est la seule à assurer l'intégrité de la prothèse et à la protéger. Donc si on lui met des volumes derrière démentiels, ça ne va plus. Donc je lui ai mis un volume plus petit, mais qui lui convient. Et donc elle a eu une mastectomie de réduction de risque avec une reconstruction mammaire immédiate par prothèse. C'est pareil, elle a eu un deuxième temps de lipomodelage pour dragéifier un petit peu tout ça et resurfacer. Donc ça, c'est la technique de skin expander. Donc vous voyez, pareil, en péropératoire, on fait la mastectomie par une petite incision. On va, ce qui est en rouge, qui ressemble à un petit beefsteak, là, c'est le muscle pectoral. Donc en arrière du petit beefsteak, on met, je vois grimacer, je suis désolée, on met le skin expander, parce qu'on plus compte. Et derrière, donc, le skin expander ça va être fermé, bien sûr. Et il y a cette petite membrane que vous voyez sur la photo, là, ici. La petite membrane en silicone, on pique dedans, on la trouve avec un aimant, en fait, et on pique dedans et on augmente régulièrement le volume. Et donc vous voyez, ça permet, comme je vous disais, comme le ventre d'une femme enceinte, d'avoir un volume. Alors c'est évident qu'on n'a pas envie d'avoir la prothèse forcément ici, mais au moins on a de la peau à utiliser après pour mettre la prothèse en pré-pectoral. Donc c'est ce qui a été fait. Et donc je vais remonter le sein à droite et on a fait simplement un petit tatouage du côté gauche avec une greffe partielle du mamelon de l'autre côté. J'ai pris un petit morceau de son mamelon ici que j'ai greffé ici sur le tatouage. Donc ça donne un résultat qui est à peu près correct. La reconstruction mammaire différée. Là, c'est une patiente qui a eu une mastectomie totale, donc sans conservation de l'étui cutané parce qu'elle a un tout petit sein et qu'elle avait une très volumineuse tumeur qui était derrière la plaque aréolo-mamelonnaire. Et de l'autre côté, j'avais fait une mastectomie partielle, c'est-à-dire que j'avais enlevé la petite lésion, mais elle était très près de la plaque. Et sur les résultats définitifs des analyses de la lésion, elle était trop près de la plaque, donc on ne pouvait pas garder la plaque. Donc je lui ai enlevé sa plaque, je lui ai enlevé toute la glande. Elle préférait qu'on fasse ça, parce que je pense qu'elle a eu raison, parce qu'elle avait des tout petits seins, qui en plus avec une peau, c'est une ancienne dame, une ancienne obèse qui a eu une chirurgie bariatrique, donc elle a une peau qui n'était pas d'une qualité formidable. Donc je lui ai fait une reconstruction des deux côtés avec des prothèses. Là il y a encore un temps envisagé, vous voyez à gauche, le petit creux là, il me plaît pas beaucoup, donc à elle non plus, donc je pense qu'elle est demandeuse pour le coup, pourtant la pauvre elle a eu quelques interventions. Mais elle est demandeuse qu'on fasse un petit temps de lipomodelage justement pour combler le petit défect parce qu'elle est contente de son résultat et elle veut aller au bout des choses. Alors voilà les techniques pour refaire le mamelon. Donc Plastic Little, donc c'est cette petit artifice. Donc on utilise la peau locale en fait pour faire le petit mamelon. Et puis pour faire la plaque aréolo-mamelonnaire, on va piquer un peu de graisse à la face interne de la cuisse qu'on greffe et qu'ensuite on dermopigmente. Alors parfois on fait simplement la dermopigmentation, on a des très jolis résultats, on a une infirmière de dermo qui travaille très très bien et donc on a des très chouettes résultats et des fois je fais de moins en moins de Plastic Little depuis qu'on l'a dans le service, notre infirmière de dermo, parce qu'elle fait des choses extraordinaires et que du coup j'embête moins les dames. Et vous voyez là à gauche en bas, c'était pour vous illustrer qu'on a des petits mamelons qu'on peut coller qui nous permettent de voir ce que ça va donner, de voir quel pigment faire, de voir où localiser notre sein. Donc c'est un petit trompe-l'œil qui nous guide en fait pour faire la chirurgie. Et là, c'est une autre dame à qui j'avais à droite enlevé la plaque aréolo-mamelonnaire. Et vous voyez, pareil, je lui ai fait elle a eu une dermo première et après, je lui ai fait son petit mamelon. De l'autre côté, elle n'a pas souhaité qu'on touche à l'autre côté. Elle avait des seins qui tombaient un petit peu des deux côtés, mais qui étaient naturels et jolis. On les a gardés comme ça et tout va bien. Alors, qu'est-ce que ça implique de faire une reconstruction mammaire immédiate? Parce qu'on a envie de dire, ça a l'air sympa votre truc, vous le faites en un temps, tout de suite, on se réveille, on a un volume. Bon, certes, il y a plusieurs interventions, mais pourquoi en faire en différé de temps en temps? Parce qu'on n'a pas trop le choix d'abord, et puis parce que des fois c'est souhaitable. Alors se réveiller avec un volume, c'est formidable, c'est sûr, mais il faut bien prévenir les dames que si on se réveille avec un volume, on ne se réveille pas avec ses seins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la sensibilité, il n'y a pas la chaleur. D'un point de vue sexualité, c'est pas tout à fait pareil. Au niveau sensation, c'est pas tout à fait pareil. Il faut apprendre à s'accepter. Hein. C'est pas un goût de baguette magique, encore une fois, donc c'est mieux que rien, mais c'est pas fantastique. Et puis, bon, il faut être très humble, hein, les résultats sont pas toujours géniaux, hein, donc on fait de notre mieux pour que ce soit bien, mais ça dépend de la qualité de la peau, ça dépend de la morphologie de la dame, ça dépend de plein de choses, du fait qu'elle soit fumeuse, pas fumeuse, etc. Les inconvénients de faire une reconstruction mammaire immédiate, c'est que c'est une chirurgie qui est plus lourde. Donc comme je vous disais, c'est plus lourd pour la dame, c'est plus de temps d'intervention, c'est plus de temps d'occupation de bloc, c'est logistiquement des implications qui sont différentes, donc le délai de prise en charge n'est pas le même. Les complications sont bien sûr
Quand on fait 2 gestes, on a plus de complications quand on fait un geste, hein, c'est logique. Donc ça veut dire que si on a des complications, on peut retarder la prise en charge par les traitements complémentaires indispensables qu'on a parfois à faire, que sont la radiothérapie, la chimiothérapie, etc. et qui priment évidemment sur tout le reste, parce qu'il est incontestable que ces traitements-là, c'est ce qui va sauver la vie des patientes, et que le fait d'avoir quelque chose de cosmétiquement acceptable et agréable, c'est très important, mais ça passe en deuxième par rapport à la prise en charge carcinologique, c'est une évidence. Donc on essaie de faire au mieux pour avoir les moins mauvais compromis. Actuellement, au niveau national, on a 16% de reconstruction mammaire immédiate. Les instances de type ARS voudraient qu'on en ait plus de 50%. Ça semble très compliqué d'un point de vue organisationnel. Mais le bon équilibre, comme souvent, est probablement un peu entre les deux. Alors par ailleurs, on a des contre-indications formelles à faire des reconstructions mammaires immédiates dans certaines situations, notamment les cancers inflammatoires. Je vais vous montrer là par contre, sensible s'abstenir effectivement. C'est des formes qu'on voit malheureusement encore chez les patientes jeunes, ou des cancers négligés, c'est-à-dire des cancers qui évoluent depuis longtemps et qui finissent par être inflammatoires. Donc dans ces conditions-là, on ne peut pas conserver la peau, c'est inacceptable, vous allez le comprendre, c'est inenvisageable d'un point de vue carcinologique. Donc les bonnes indications finalement à la reconstruction mammaire immédiate sont des patientes qui ont soit des pré-cancers diffus, qu'on appelle des in situ, soit des récidives après traitement conservateur, où on peut effectivement être assez serein sur le fait de passer très très au large en faisant une mastectomie et pouvoir faire une reconstruction tout de suite. Mais bien sûr, encore une fois, la sécurité carcinologique, je le souligne, mais c'est important et toujours prioritaire. Donc vous voyez, ça c'est une forme inflammatoire. Donc c'est une très jeune dame qui est arrivée, qui avait été étiquetée abcès, bon, elle avait été vue en ville, peu importe, et bon, ce n'était pas du tout un abcès, évidemment, c'était une atteinte cutanée, une forme inflammatoire qui était très mauvais pronostic, vous vous en doutez, mais qui surtout localement nous contre-indiquait formellement de faire un traitement conservateur, et nous contre-indiquait formellement de faire une mastectomie avec reconstruction mammaire immédiate, bien sûr. Les problématiques carcinologiques, eh bien, c'est encore une fois donc, des problématiques organisationnelles pour la chirurgie, mais aussi pour éviter de retarder les traitements complémentaires. À prendre en compte, c'est la radiothérapie, est-ce qu'on en a eu avant, est-ce qu'on en fera après, parce qu'on ne choisira pas les mêmes techniques de reconstruction, et la nécessité de bien faire un casting des patientes qui soit correct, parce qu'encore une fois, toutes les patientes ne sont pas éligibles à toutes les techniques. Il faut faire de la personnalisation et c'est très important de les guider dans ce sens. Donc, qu'est-ce qui se passe si on fait la chirurgie lourde à tout le monde? On ne peut plus opérer grand monde. Donc, c'est ça aussi, les problématiques de santé publique. Donc, il faut faire les bons choix, sans priver les dames de leurs atouts. Mais il faut faire les bons choix et essayer que tout le monde soit pris en charge avec les meilleures chances. Si on a une complication post-reconstruction, eh bien, on a un délai entre la chirurgie et la radiothérapie qui est augmenté. Or, on a des ABAC, on a des référentiels pour dire au-delà de 4 à 6 semaines post-chirurgie, si on n'a pas fait la radiothérapie, on n'est pas tout à fait dans les clous. Au-delà de 4 à 6 semaines post-chirurgie, si on n'a pas fait la chimiothérapie alors qu'elle était indiquée, on n'est pas dans les clous. Donc tout ça, on sait que ça grève les chances d'un point de vue du risque de récidive notamment, vraisemblablement pas de la survie globale, mais du risque de récidive, qui est important. Donc il faut savoir raison garder et parfois se freiner un peu dans ses envies de faire de la reconstruction mammaire immédiate à tout coup, parce qu'il ne faut pas priver les patientes de leur chance carcinologique. C'est encore une fois notre phare dans la nuit. Alors les reconstructions mammaires immédiates, là j'ai pris l'exemple des prothèses, mais il en va bien sûr de même des autres techniques de reconstruction. C'est plus de nécrose, c'est plus de retard de cicatrisation que si on avait fait un geste simple d'ablation de la tumeur ou de mastectomie totale. C'est plus d'infection, c'est plus de coque périprothétique, c'est-à-dire qu'on a une fibrose autour de la prothèse et ça se rétracte. C'est 13% d'exposition, c'est-à-dire qu'encore une fois la peau qui est le seul garant de la protection de la prothèse quand elle joue plus son rôle parce qu'elle nécrose, parce que la dame est fumeuse, parce que les tissus sous-cutanés sont très fins, eh bien ça s'expose, c'est-à-dire qu'on a un défect, on a une zone où la prothèse est visible. Là, il faut enlever la prothèse, c'est une urgence chirurgicale et on ne peut pas remettre grand-chose après. Donc, il faut temporiser. La dame, elle reste avec un résultat qui n'est pas du tout satisfaisant d'un point de vue esthétique pendant quelques mois et puis après on la reconstruit, mais c'est lourd, c'est dur d'un point de vue psychologique et surtout, il ne faut pas que ça retarde la prise en charge derrière. Donc on sait qu'on a plus de retard dans les reconstructions mammaires immédiates que dans les reconstructions mammaires différées, parce qu'on n'est pas dans les mêmes configurations, on n'est pas à froid, on fait tout en même temps, toutes les chirurgies en même temps. La dame parfois elle n'est pas retapée. Quand on fait une reconstruction mammaire différée, parfois si on sent qu'elle est dénutrie ou on la pimpe un peu, là, on la rebousse un peu, on la prépare comme une sportive, on fait de la préhabilitation, c'est-à-dire qu'on lui donne des compléments alimentaires, on lui dit qu'il faut faire du sport. Donc elle n'arrive pas dans les mêmes conditions de fatigue, d'altération de l'état général que quand on la reconstruit de façon immédiate. Et puis, donc, on a un casting, encore une fois. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas bénéficier des mêmes techniques.
Très paradoxalement, et c'est important, les patientes de plus de 70 ans, alors sous réserve qu'elles n'aient pas toutes les pathologies de la galaxie évidemment, hein, mais à pathologie égale, une patiente de plus de 70 ans, et on en a beaucoup dans notre région, parce qu'on a quand même des patientes qui sont un peu plus âgées, mais qui se font attention à elles, donc on a des patientes en bon état général. Une patiente qui a plus de 70 ans et qui n'a pas de comorbidité majeure, elle n'aura pas plus de complications que la dame de 30 ans, hein, donc ça c'est important, surtout que la dame de 30 ans, souvent, elle clope, donc elle aura plus de complications. On sait que l'obésité et même le surpoids, simplement, sont des risques majeurs de complications. Or, on a quand même parmi nos patientes, plus de 47% de patientes qui sont au moins en surpoids, hein, donc c'est pas négligeable. Et encore une fois, le tabac, hein, c'est ce qui nous fait faire des cauchemars, on a 20% de fumeuses quand même, donc c'est énorme. Et ces fumeuses, on les cible un peu comme des patientes très à risque. Hein. Idem pour le diabète, s'il est mal équilibré, c'est un facteur de risque majeur de surinfection, de complications à type de désunion et de troubles de cicatrisation. Donc c'est important de faire le casting. Important aussi de voir quelle est la place de la radiothérapie. C'est-à-dire qu'une patiente dont on sait qu'elle n'a jamais eu de radiothérapie et qu'elle n'en aura pas, feu vert, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Sous réserve des autres éléments, évidemment. Par contre, une patiente dont on sait qu'elle aura de la radiothérapie après la chirurgie, il faut privilégier une prothèse, bon, en sachant que ça ne sera pas forcément très chouette parce que ça va être un peu figé. Mais un lambeau, si on l'irradie, il ne va pas aimer. De la graisse, si on l'irradie, elle ne va pas aimer. Elle ne va pas se greffer correctement. Et si la patiente a un antécédent de radiothérapie, soit parce qu'elle a déjà eu un cancer, soit un cancer du sein, soit parce qu'elle a eu par exemple un lymphome, eh bien il ne faut pas lui mettre de prothèse en première intention, parce qu'on est à peu près sûr que ça va s'exposer, nécroser, pas bien se passer. Donc il faut faire soit un lipomodelage premier et une prothèse, soit un lambeau, mais en tout cas pas une prothèse seule. On va au mur, c'est à peu près garanti sur facture. Alors la sélection des patientes, d'un point de vue morphologique, là voilà, vous voyez, on a le petit sourire ou le petit sanglot en fonction. Une patiente qui est toute mince, qui a des petits seins tout fiers d'eux, qui regarde droit devant, ça va bien se passer. Une dame qui a des seins un peu plus volumineux, qui sont un peu plus ptosés, c'est intermédiaire, mais ça va aller. Une dame qui a des seins fortement plus ptosés, ça sera moins joli d'un point de vue cosmétique, parce que la prothèse va tomber un peu au fond du sein, ça va pas être très chouette, donc il faut trouver des alternatives. Et de la même façon, je vous parlais tout à l'heure de l'épaisseur des lambeaux, hein, de l'épaisseur du tissu sous-cutané, c'est très important. Et parfois, quand les dames sont très menues, on est obligé de passer très près de la peau, parce qu'une fois qu'on a enlevé la glande, il ne reste plus grand-chose. Donc la gagnante, c'est la dame qui a un in situ diffus, c'est-à-dire qui n'a pas un vrai cancer, qui a une in situ étendue qui nécessite qu'on enlève la glande mammaire, donc à qui on peut garder la plaque aréolo-mamelonnaire, qui n'est pas fumeuse, qui n'est pas en surpoids, qui est demandeuse d'une prothèse, qui a des petits seins qui se tiennent bien. Celle-là, elle a gagné le pomponneau de la pomponnette, mais elles ne sont pas très nombreuses. Donc la satisfaction des patientes, elle est fondamentale, elle est très dépendante de l'information qu'on va leur donner. Les patientes, donc encore une fois, sélectionnées, ça se passe mieux, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se présente. Donc il faut essayer de personnaliser la prise en charge et de donner la plus honnête des informations possibles. L'acceptation de la reconstruction mammaire immédiate, elle est très bonne, très souvent, parce que les dames se réveillent au moins avec un volume. Néanmoins, il faut bien les préparer au fait que ce ne soit qu'un volume, encore une fois. Il y a eu des études démontrant, c'est très dur à entendre, mais qu'en reconstruction mammaire secondaire, il y avait une phase de deuil et que paradoxalement, parfois, elles acceptaient très bien la reconstruction mammaire secondaire parce qu'elles avaient une phase où elles n'avaient pas eu de sein et où ce sein, c'est une espèce de miracle qui est très bien accepté, très bien intégré. Donc, dans les deux stratégies, je pense que la préparation est très, très importante et que chaque patiente a son caractère aussi, hein, donc ça, c'est à prendre en compte. Ce qui est établi, c'est que dans les reconstructions mammaires immédiates, quand c'est de l'autologue, c'est mieux accepté que quand c'est de la prothèse. On accepte plus ses propres tissus. Quand c'est du bio, ça va mieux. Voilà. Mais ça encore, hein, c'est pas toujours possible. Et puis, chaque femme est différente, je vous l'ai dit. L'information loyale, elle est fondamentale et je reste convaincue que c'est ce qui fait un peu la satisfaction ou la déception des patientes. Ce qui est très compliqué, c'est que très souvent, on les voit pour la première fois quand c'est de la reconstruction mammaire immédiate. Quand ce sont des patientes qui nous ont référé, on ne les connaît pas. Il faut arriver à les cerner, à savoir ce qu'elles veulent, alors qu'elles sont dans une phase où elles ne sont pas elles-mêmes parce qu'elles sont sidérées par la nouvelle. Donc c'est un petit peu, il y a fait beaucoup de choses à prendre en compte et on espère toujours ne pas se tromper. Alors le panel de reconstruction, vous avez compris, il est très large et c'est très bien. Et ça, c'est une évolution, plus que toutes les évolutions technologiques. Les indications raisonnées existent chez des patientes bien sélectionnées, bien informées. Il y a des contre-indications carcinologiques qui sont incontournables et qui doivent être prises en compte. Et puis il y a des cas qui sont moins favorables que d'autres à la reconstruction mammaire immédiate parce que plus à risque de complications. S'il y a une chose moi qui me semble incontournable, c'est que si la reconstruction mammaire immédiate n'est pas forcément la règle, la reconstruction tout court, quand la patiente le souhaite, les patientes qui ne veulent pas, doit être toujours proposée et quand elle est possible d'un point de vue de l'état général de la patiente, même si la patiente est âgée, il nous arrive de reconstruire des patientes très âgées parfois, mais ça doit être fait et on doit se battre pour le faire. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour les questions.